Nous sommes dimanche 26 octobre, l'heure du grand dossier en direct. Évidemment, nouveau missile nucléaire. Vladimir Poutine de plus en plus menaçant. Poutine qui annonce la fin des essais sur une arme qu'il dit invincible. Il reprend, dans tous les sens du terme d'ailleurs, le costume de chef de guerre pour présenter le Burevestnik qu'on a appelé un Tchernobyl volant. Les tests décisifs sont désormais achevés pour mettre en service cet armement dans les forces armées, c'est clair. Toutes les réglementations doivent être respectées. Néanmoins, les objectifs clés ont été atteints. Magali Barthez, bonjour à vous chère Magali, ravi de vous retrouver. Vincent Crouzet, l'homme qui sait tout faire, est avec nous également. Merci Vincent, expert en renseignement, écrivain, le Chevalier de Jérusalem aux éditions Robert Laffont dont vous voyez la couverture ici. Marc Semeau, bonjour cher Marc, ça fait longtemps. Journaliste spécialisé dans les questions internationales, notamment pour Le Monde, pour Challenge, 100 questions sur la politique publié chez Taillandier. Et le vice-amiral Michel Olagaray, ancien commandant de l'école navale, ancien directeur du centre des hautes études militaires. Bonjour amiral. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Michel Polaco est en direct également, expert en aéronautique pour les questions de défense et du nucléaire. Bonjour Michel, merci beaucoup à vous aussi d'être avec nous. Regardez ces images. Regardez ces images, c'est le Burevestnik. C'est de cela dont parle Vladimir Poutine. Une arme invincible, c'est ce qu'il dit, redoutable et évidemment nucléaire. On va tenter de comprendre comment ce missile a été élaboré. Il est à l'essai depuis des années. D'abord, écoutez Kirill Dmitriev, qui est donc en ce moment aux États-Unis. Nous avons déjà pu transmettre à nos collègues américains des informations sur la réunion du président Poutine avec l'état-major ce matin, au cours de laquelle il a été informé que 5000 soldats ukrainiens étaient encerclés près de Kupiansk et du test réussi du tout nouveau missile nucléaire Burevestnik. Il est crucial que ces informations soient transmises directement aux dirigeants et aux principaux membres de l'administration présidentielle américaine. On apprend que la Russie a informé Washington directement que les essais de ce missile étaient réussis. Marc Semeau, est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il faut le souligner ou pas ? Ça fait partie de la règle du jeu. Il s'agit d'un signalement, il s'agit aussi d'une intimidation. Autant faire savoir directement qu'il y a ce missile. On en parle depuis 8 ans. Alors son nom, Burevestnik, ça se traduit par oiseau de tempête. Ah. Et les Russes ont des noms très poétiques. On va l'appeler oiseau de tempête, ce sera plus facile. Pour leur missile, il y avait Oreshnik, le noisetier. Les nouveaux drones s'appellent Géranium. C'est très poétique. Là, c'est oiseau de tempête. Et alors, sa caractéristique, d'abord, c'est qu'il peut rester en l'air indéfiniment. Alors attendez, Brandon va nous expliquer tout ça. Moi, je voulais juste savoir s'il était logique et normal que le gouvernement russe nous dise qu'il a informé directement le gouvernement américain. C'est une manière de faire la pression. N'oublions pas que Donald Trump, à un moment, avait évoqué la possibilité de livrer, enfin de vendre avec l'argent européen des Tomahawks à Kiev. Et ensuite, après la conversation téléphonique avec Poutine, il avait renoncé, soi-disant, sous le prétexte de ne pas enclencher un mécanisme escalatoire. Donc les Russes voient que ce genre de chantage marche, donc il est logique qu'il les ait annoncés. Ensuite, la personne qui l'a annoncé n'est pas n'importe qui. C'est Kirill Dmitriev, qui est l'homme du Fonds souverain russe et qui est un personnage clé de toutes ces négociations qu'il a amorcées avec Vladimir Poutine. Il passe du temps aux États-Unis en ce moment, effectivement. Alors donc ce missile, ce terrifiant missile nucléaire russe, Brandon Warret, éclairez notre lanterne. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que ce missile ? Eh bien, regardez ces images du ministère russe de la Défense, Burevestnik, donc un oiseau de tempête. Regardez, donc selon Vladimir Poutine, ce missile est un produit unique au monde. Alors pourquoi le chef du Kremlin dit cela ? Eh bien, il suffit de regarder ses caractéristiques techniques qui sont assez impressionnantes. On parle d'un missile développé à partir de 2018, de croisière à propulsion et à armement nucléaire, qui donc est surnommé Tchernobyl volant par les États-Unis, rien que ça. Et puis regardez ce que nous dit le chef d'état-major des armées russes, Valery Gerasimov, des caractéristiques qui permettent de l'utiliser
avec une précision garantie contre des sites hautement protégés situés à n'importe quelle distance, avec donc, vous allez le voir ici, avec une longueur de 12 mètres. Il peut donc esquiver des défenses antimissiles et une portée, alors ça c'est ce que nous disent les Russes, plus de 20 000 km, donc en pratique illimitée. On peut atteindre n'importe quelle cible sur le globe terrestre, donc capable d'atteindre les États-Unis. Ça c'est ce que nous disent du côté de Moscou. Et puis c'est intéressant quand même de comparer cette arme avec l'une des autres armes fortes du Kremlin, l'Oreshnik, qui est considérée comme beaucoup plus rapide. La différence aussi, là c'est la portée et c'est aussi la trajectoire imprévisible de ce bijou du côté de Vladimir Poutine. On parle donc d'une longueur de 12 mètres, forcément. Il est visible, donc il devient beaucoup plus vulnérable. Et puis, ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine dit qu'il a réussi un premier test. Déjà en octobre 2023, il l'avait dit avant qu'on n'en entende plus vraiment parler donc de ce missile. Alors du côté, ce qui est intéressant de regarder, c'est les renseignements américains. Ils évoquent ces derniers mois, ces dernières semaines, depuis 2023, 13 tentatives de vol, d'essai, avec, selon les renseignements américains, qui se sont tous soldés par des échecs. Voilà, alors est-ce qu'on peut croire effectivement Vladimir Poutine quand il nous dit que le dernier essai est concluant et que le missile est prêt? Ça, c'est une autre question qu'on essaiera peut-être de se poser tout à l'heure. Juste une petite question, Michel Polaco. Le fait d'avoir une propulsion nucléaire, ça change quoi en fait? Bon, ce serait, je dirais, l'autonomie qui évidemment serait beaucoup plus élevée qu'avec des moyens classiques, des propergols liquides ou solides. Mais d'un autre côté, vous savez que la propulsion nucléaire, c'est un domaine sur lequel les Américains ont travaillé à partir de la fin des années 40 et les Russes dans les années 50. Ça n'a jamais marché, c'est très lourd, il faut se protéger beaucoup. Un aéronef qui tombe, s'il est propulsé par des moyens nucléaires, évidemment, il laisse des débris radioactifs un peu partout. Ça a été abandonné pour les avions, aussi bien aux États-Unis qu'en Russie dans les années 50, et ça a été abandonné même pour les missiles, notamment les missiles balistiques, et notamment pour les missiles dans les années 50. Tout ça, depuis les années 60, on n'en parle plus. C'est amusant de voir ça revenir sur le tapis, sachant que les essais se sont relativement mal passés jusqu'à maintenant, que ça représente quand même beaucoup de complexité et qu'on peut être relativement dubitatif sur l'utilisation de ce genre d'engin dans les années qui viennent. Magali, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, moi j'ai regardé, il y a eu beaucoup d'essais comme nous le disait Brandon, il y a notamment un essai en 2019 qui s'est soldé par un crash, il y a eu des morts d'ailleurs, et je regardais un peu, il y a eu des paniques dans les villes voisines avec des gens qui se ruaient dans les pharmacies pour prendre des comprimés d'iode. Oui, parce que c'est extrêmement dangereux, justement cette propulsion nucléaire fait que tout est extrêmement instable, et c'est vrai qu'en 2019, ça s'est très très mal passé, puisqu'il y a eu 5 ingénieurs qui travaillaient en effet sur ce missile, qui ont été tués dans une explosion avec de la matière radioactive qui s'est échappée. En fait, Vladimir Poutine bombe le torse, nous dit qu'il a inventé un nouveau missile qui va pouvoir tourner indéfiniment autour de la planète. Bon, attention, c'est de la propagande russe, parce que tous les experts militaires temporise et explique qu'en fait ce n'est pas si simple, que tout que c'est extrêmement instable, mais c'est une façon pour Vladimir Poutine de se rappeler au bon souvenir de Donald Trump et de l'interpeller directement dans un dialogue entre grands, un peu comme au temps de la guerre froide. C'est ça, on est quasiment là-dessus, parce qu'effectivement, Amiral, quand tout à l'heure Michel nous dit, vous savez, ça a été abandonné, les Américains ils ont tenté, ils ont fait je crois 2 ans de recherche et développement, ça leur a coûté $2 milliards, et puis après ils ont laissé tomber. Pourquoi la propulsion nucléaire ça fonctionne par exemple pour les sous-marins? Là on s'en sert et c'est effectivement extrêmement efficace, mais qu'on n'arrive pas à le mettre au point pour des objets volants. Parce que c'est très différent. Un sous-marin, il fait quelques milliers de tonnes, donc vous pouvez installer une mini-centrale nucléaire qui fonctionne à la fission, et donc c'est classique. Dans un engin de 12 mètres, il faut une centrale nucléaire, parce qu'il faut produire de la chaleur. C'est une petite centrale avec des produits de l'uranium, des produits qui produisent de la fission, donc de la chaleur. Et ensuite, il y a 2 systèmes différents. Soit on réchauffe de l'hydrogène qui est expulsé avec un phénomène de Venturi qui engendre la poussière,
propulsé, soit ils fabriquent de l'électricité et une sorte de plasma, donc moteur à plasma. Alors, les Russes l'utilisent un peu dans l'espace, hein, les moteurs à plasma pour certains de leurs satellites. Donc, vous voyez qu'il faut une micro-centrale nucléaire volante. Tout ça est extrêmement lourd. Pourquoi on le met dans un sous-marin? Parce qu'il y a de la place, enfin... difficilement, mais on arrive à le mettre parce qu'il y a des protections, parce que l'eau elle-même est une protection, tandis que lorsque vous mettez dans une fusée une petite centrale nucléaire, d'abord quand vous voyez le nombre de fusées qui explosent au départ, regardez SpaceX, c'est quand même très fréquent, ça s'est passé donc en tuant déjà des ingénieurs, donc il y a vraiment non seulement le côté efficace, dont on peut reparler d'ailleurs, parce que 1000 km, 14 000 km d'accord, mais à 1000 km/h, on peut quand même, sauf si les évasives sont extrêmement élaborées, on peut quand même surveiller, connaître les départs et éventuellement les intercepter si on arrive à l'accrocher. Mais il y a quand même ce côté centrale nucléaire qui, lorsque ça explose quelque part, eh bien c'est une mini Tchernobyl, mais ça fait du dégât et ça a un côté impactant psychologiquement qui est extraordinaire, qui est à peu près comme ce sur quoi on joue avec la centrale nucléaire en Ukraine, en disant bon ben on la frappe pas, etc. Donc, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les 3 ou 4 ans, Poutine nous sort de son chapeau tragique, soit le Titan qui est le gigantesque missile, soit l'Oreshnik qui peut avoir une tête nucléaire, soit aussi dans la même ordre d'idée la torpille hyper véloce. Alors ça aussi, il sort ça de son chapeau, ça fait 1000 km sous l'eau, ça peut frapper... Donc, quand il en a besoin, il sort de son chapeau des choses qui marchent ou qui ne marchent pas, mais qui fonctionnent, comme cela a été dit, du point de vue de la guerre de communication, l'influence, et même si ça nous paraît un peu limite, on ne peut pas ne pas prendre en compte cette menace-là. Donc le fait simplement de la prendre en compte du point de vue politique, mais du point de vue stratégique aussi, ça mobilise énormément de moyens, de réflexion dans le camp opposé. Peut-être, dites-moi ce que vous en pensez, Michel, mais peut-être que, parce qu'on comprend donc que le bénéfice, si on fait la balance bénéfice-risque, effectivement, on ne voit pas tellement l'intérêt d'aller faire un missile à propulsion nucléaire, il est assez minime, sauf pour ce qui concerne ce dont parlait l'amiral Olagaray il y a une seconde, c'est-à-dire finalement faire peur à tout le monde. En fait, c'est effectivement de la propagande, et ça n'est finalement que ça, non ? Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire très justement l'amiral Olagaray. Effectivement, c'est un outil de plus dans la panoplie de la dissuasion nucléaire. On ne sait pas très bien ce qui vaut ou ce qui ne vaut pas. On ne sait pas très bien ce qu'il pourrait faire ou ce qu'il ne pourrait pas faire. A priori, déjà, il pourrait déjouer les défenses anti-balistiques missiles qui sont mises en place par les Américains depuis une vingtaine d'années. Bon, alors ça, c'est un aspect positif, peut-être, mais en dehors de ça, on ne sait pas très bien. Simplement, d'ailleurs, ils en informent les Américains. C'est un outil de dissuasion supplémentaire. C'est une réponse à l'affaire des Tomahawks et quelque part, ça permet d'occuper le terrain médiatique et n'a pas laissé le terrain médiatique sur les Tomahawks uniquement aux Ukrainiens et aux Américains. Alors ce qui est intéressant, on a cherché en fait en mars 2018, Vladimir Poutine très triomphalement explique que les essais se passent merveilleusement bien. On a recherché l'archive, on ne l'a pas retrouvé malheureusement, mais il se trouve qu'à l'époque, Donald Trump est déjà à la Maison-Blanche et que les services de renseignement américains à l'époque disent qu'au contraire, comme nous le disait Brandon tout à l'heure, au contraire tous les essais échouent. Est-ce qu'on peut croire Vladimir Poutine aujourd'hui, ne serait-ce que sur l'annonce qu'il nous fait en nous disant ça y est, tout est terminé, les essais sont concluants? Non, si ces armes n'étaient pas pourvoyeuses de mort, ça tiendrait du comique de répétition. Comme le disait Michel, à chaque fois qu'il y a un coup de moins bien, Poutine nous ressort sa Wunderwaffe, son arme extraordinaire. Il me fait penser à, vous savez, à Jean-Pierre Mariel dans Les Galettes de Pont-Aven. Il est VRP de parapluie, il va dans un magasin de parapluies, il sort tous ses parapluies, il dit alors, si vous voulez pas ce modèle-là, moi j'ai le modèle noir avec des baleines flexibles dans le vent, ça va beaucoup mieux. Il est un petit peu dans ce rôle-là, il nous sort un nouveau produit comme ça, extraordinaire. Voilà ce que je vais vous faire très peur. Ouais. Mais les services de renseignement du monde entier ne sont pas dupes sur la qualité de ces armements. 13 tests qui ont échoué depuis 2016, dont celui de Nyono Kokska dont vous avez parlé. Celui qui a coûté la mort à qui a causé des radiations importantes. Donc aucun service de sécurité n'est dupe. Et là, ce qui est incroyable, c'est Kirill Dmitriev qui arrive en pompier de service parce qu'il y a des sanctions dévastatrices avec Lukoil et Rosneft, donc les deux compagnies géantes pétrolières russes.
agite le 9M 730. Alors, la portée, quand même, est une indication. Parce que la portée de 20 000 km, Moscou-Washington ou Moscou-New York, c'est 7 500 km. Donc là, c'est clair que ce missile, il menace qui? Il menace les États-Unis. Bien sûr. En priorité. Donc c'est clair que c'est une tentative d'intimidation, mais qui, franchement, personne ne peut y croire. Mais qui est aussi une réponse, parce que Donald Trump, il avait lancé le fameux dôme d'or, le genre dans le style du dôme d'acier, en fait, en Israël, hein, c'est ça, Magali? Donc ça serait cette réponse-là, en fait. Oui, visiblement, il y a eu une volonté du côté russe de répondre, en fait, justement, à cette annonce de Donald Trump, le fameux dôme d'or, des milliards et des milliards de dollars pour essayer de faire un dôme pour protéger l'Amérique. C'est une annonce de Donald Trump il y a quelques mois. Et c'est vrai que là, c'est un peu la réponse en disant, mais en fait, aucune protection ne sera suffisante pour arrêter nos missiles. C'est ça que veut faire passer Vladimir Poutine. Après, il est certain, et on l'a vu, comme il est plus lent, il est aussi plus vulnérable. Oui, a priori. Donc oui. en fait, mais c'est une façon, en effet, et comme d'ailleurs Dmitriev, donc l'envoyé de Poutine, c'est ce qu'il fait immédiatement hein, quand il s'adresse. Il fait le tour des télés américaines, il parle de l'Ukraine, et puis il envoie ce message sur ce missile. C'est évidemment une façon d'essayer de peser sur ce dialogue entre les États-Unis et la Russie qui, pour le moment, n'aboutit pas à cette fameuse négociation que Donald Trump espérait tant. D'ailleurs, dans le point qu'a fait Vladimir Poutine avec Gerasimov ces dernières heures, il a estimé, le président russe, nécessaire de nous refaire un point sur son arsenal nucléaire. On va écouter cet extrait et Brandon, vous allez nous faire le détail aussi juste après. En ce qui concerne l'entraînement aux armements et à l'utilisation des forces offensives stratégiques, cela a une fois de plus confirmé la fiabilité du bouclier nucléaire russe. Nos forces stratégiques sont capables d'assurer pleinement la sécurité nationale de la Fédération de Russie. Nous en avons déjà parlé, c'est un fait bien connu de tous les experts militaires du monde. La modernité de nos forces armées, ou plutôt de nos forces de dissuasion nucléaire, est au plus haut niveau. On peut sans aucun doute affirmer, et sans aucune exagération, qu'elles sont au-dessus de toutes celles des autres puissances nucléaires. Bon, Brandon, c'est quoi l'ampleur de l'arsenal nucléaire russe? Alors déjà, c'est assez difficile quand même d'avoir des chiffres exacts. Différents instituts donnent des résultats assez différents. En tout cas, si on s'arrête sur les chiffres de l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm, avec des chiffres assez anciens quand même, c'est janvier 2024, eh bien, en tout cas, tous les instituts sont unanimes, c'est la Russie qui possède le plus d'ogives nucléaires. On parle de 5580. Ce que l'on peut dire également, c'est qu'on a un nombre d'ogives nucléaires qui a diminué depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs centaines. Là, encore une fois, des chiffres différents selon les différents instituts. C'est assez intéressant quand même de mettre en parallèle le nombre d'ogives nucléaires du côté de la Russie avec le reste du monde. Très largement devant les États-Unis, 5044, et puis très largement devant également la Chine notamment, la France, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan et Israël. Alors la Russie, c'est 47% du stock mondial d'ogives nucléaires. Et puis, on en parle tous les jours, des armes qui sont assez différentes pour la Russie, stratégiques, tactiques et intermédiaires. Et puis, regardez ces images, c'était ce mercredi 22 octobre, un Vladimir Poutine qui assiste par visioconférence à des exercices d'ogives nucléaires de la part de la Russie, notamment à l'Extrême-Orient. Alors ça ne se passe pas à n'importe quelle date, puisque nous sommes tout simplement une semaine après le lancement de manœuvres qui sont lancées annuellement par les forces de l'OTAN. Vladimir Poutine qui assiste donc à un nouvel exercice. Ceci explique cela. Merci beaucoup Brandon. Une question pour vous Michel Polaco rapidement. J'ai jamais compris pourquoi, en fait il suffit d'une ogive nucléaire. Pourquoi est-ce qu'il y a une course à l'échalote, si j'ose dire, sur le nombre d'ogives ? Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. On sait très bien que pour arriver à faire passer une tête nucléaire jusqu'à sa cible, il faut éventuellement 20, 30, 40, 50 ou 100 vecteurs. Ah oui. On va dire que l'armée de l'air française, il y a 30 ans, considérait qu'en faisant décoller une trentaine d'avions équipés d'armes nucléaires, plus une trentaine d'avions pour les protéger, les accompagner, faire de la guerre électronique, les ravitailler, on avait une chance de toucher 3 cibles en URSS. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette course inouïe à l'armement qui a amené à peu près 30 000 têtes
chez les Russes et chez les Soviétiques et 30 000 têtes chez les Américains. Bon, puis petit à petit, avec toutes les négociations qu'il y a eu, on a réduit beaucoup. Et on a réduit beaucoup aussi parce que la précision, les moyens de défense, les moyens de pénétration, etc., tout ça, ça a fait des progrès. Mais enfin, c'est sûr qu'avec un seul missile, on a très peu de chances d'arriver à toucher une cible, moyennant, en tenant compte du fait qu'il y a énormément de systèmes de défense antimissiles aussi, autant pour les missiles balistiques que pour les missiles de croisière. Ok, donc comme ça c'est très clair et c'est beaucoup plus logique. Marc ? Oui, alors il y a la question de l'arsenal, mais aussi la question de la doctrine. Parce qu'en même temps que Poutine s'agite avec les missiles, il s'est aussi agité, notamment l'année dernière, avec la doctrine nucléaire d'emploi russe. Bon, les doctrines nucléaires sont assez proches selon les pays d'ailleurs. Longtemps, la doctrine nucléaire russe, c'était en cas de menace à l'existence de l'État, en cas d'attaque par une puissance nucléaire, on utilise le nucléaire, on répond par le nucléaire. L'élément nouveau, alors qui était un petit changement, mais qui était quand même, qui faisait sens, était de dire, dans la nouvelle doctrine nucléaire qui a été entérinée en septembre dernier, qui était de dire que si une attaque contre la Russie venait d'un pays non nucléaire, donc a priori il n'y avait pas de raison d'utiliser l'arme nucléaire, mais protégé, allié d'un pays nucléaire, cela pouvait entraîner une réponse nucléaire. Donc on voit la fine allusion à l'Ukraine, alors de façon quand même assez rationnelle, parce qu'au moment où il y a eu l'attaque sur Koursk, qui était quand même la première attaque en territoire russe, enfin sur le territoire de la Fédération de Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, Poutine a au contraire plutôt minimisé, parlant d'opérations de police, de réponse à une attaque terroriste, etc. Mais voilà. Mais dans la doctrine nucléaire, il y a eu quand même cet ajout notamment, qui ne change pas tout, mais qui est quand même un avertissement. Donc on est toujours dans cette espèce de logique de la part des Russes, de l'intimidation et du chantage, en sachant, ça avait marché avec Joe Biden, qui avait peur de tout ce qui pourrait entraîner un mécanisme d'escalade, etc. Et ça peut aussi marcher avec Donald Trump. Par ailleurs, attends, juste un dernier point, une seule fois les Russes, dans cette guerre, ont menacé réellement de passer avec des frappes, avec des mini-armes nucléaires tactiques, ça a été au moment où ils reculaient en 2022, et les Américains, comme les Français et les Chinois, ont fait passer le signal que c'était hors de question. Oui, c'est ça, on dit hors de question. Alors justement, et je crois que c'est vous, amiral, qui employez tout à l'heure le terme en disant il agite la menace de façon à intervalles réguliers, Vladimir Poutine. Il est manifestement, effectivement, de retour en mode guerrier, sachant que la diplomatie, effectivement, a pris quand même pas mal de plomb dans l'aile, notamment ces derniers jours. On va y revenir dans une seconde. On ira à Moscou en direct, on ira également à Kiev, parce que sur le terrain, évidemment, la guerre continue. Restez avec nous, on revient dans une seconde. La deuxième partie du grand dossier, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans un instant. Poutine, la diplomatie en échec, le retour du guerrier. D'abord, l'essentiel de l'actualité et les bijoux qui sont toujours dans la nature. Mais 2 suspects ont été interpellés hier après le vol au Louvre la semaine dernière. 2 suspects qui sont à l'heure actuelle en garde à vue. L'une des interpellations a été réalisée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, alors que l'un de ces hommes tentait de partir à l'étranger. Le parquet de Paris indiquait tout à l'heure que les 2 personnes étaient également bien connues des services de police. Donald Trump en tournée en Asie, il passe par la Malaisie avec en point d'orgue une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, ce sera jeudi prochain. C'est dans le cadre de cette tournée que le secrétaire américain au Trésor a annoncé un accord avec la Chine sur les terres rares et le soja. La Chine va retarder l'imposition de restrictions à l'exportation des minéraux rares d'1 an, le temps qu'elle réexamine la situation, a-t-il dit. Le président Trump avait menacé d'imposer 100% de droits de douane supplémentaires aux produits chinois à partir du 1er novembre si la Chine renforçait les contrôles sur les exportations de terres rares. Et puis dans les Caraïbes, image très impressionnante de la tempête Mélissa qui s'est renforcée en un puissant ouragan qui a déjà fait 4 morts en Haïti et en République dominicaine. Cet ouragan menace désormais la Jamaïque jusqu'à 225 km/h de vent. Il est élevé à la catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5. Évidemment, l'aéroport jamaïcain de Kingston est fermé.
Allez, on poursuit notre discussion au sujet de Vladimir Poutine avec juste une réflexion quand même sur les images de Vladimir Poutine que je vous montrais tout à l'heure. Il a remis l'uniforme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu comme cela Vladimir Poutine avec son treillis. Comme un constat que la diplomatie est bloquée, évidemment. Charles Divot, bonjour à vous et merci d'être avec nous. Vous êtes à Moscou avec Gilles Parot. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Vladimir Poutine remet le treillis, c'est un message qu'il nous fait passer. Oui, complètement, parce qu'à travers ce décorum, cet uniforme, le fait de se montrer autour de généraux de l'armée russe, il y a une volonté pour Vladimir Poutine d'envoyer des messages. Le premier à l'Union européenne, aux États-Unis, comme pour leur montrer que malgré les récentes sanctions, eh bien, la Russie continue à innover en matière militaire, continue à produire des armes. L'autre message, il est très certainement envoyé à la population russe elle-même, car vous le savez, depuis maintenant quelques jours, quelques nuits, la Russie est touchée par des attaques de drones ukrainiens. Certains habitants dans certaines régions reçoivent sur leur téléphone des notifications leur demandant de se mettre à l'abri. Et bien finalement, à travers ces images, Vladimir Poutine leur montre qu'il peut s'occuper d'eux. Il faut les rassurer et montrer que ces armes, elles pourront être utilisées en cas d'attaque. Merci beaucoup Charles, merci à Gilles également qui est avec vous. Vladimir Poutine qui a évoqué pas mal de choses, on parlait tout à l'heure de son super missile, il a évoqué également l'avancée vers la paix qui selon lui effectivement a pris un coup dans l'aile. Nous ne nous alignerons sur aucune date ni aucun événement. Nous continuerons comme nous l'avons fait jusqu'à présent à fonder nos actions sur la rationalité militaire et à privilégier la sécurité de nos hommes et de nos militaires. On ne va pas vers la paix, de ce que dit Vladimir Poutine. Magali, pourquoi, dans ce cas, Kirill Dmitriev, qui est donc l'envoyé de Poutine aux États-Unis, nous dit que l'Ukraine et la Russie sont proches d'une résolution diplomatique? Parce que la Russie manie le chaud et le froid en ce moment, ne veut pas perdre complètement les États-Unis. Il misait quand même beaucoup sur Donald Trump. Ouais, et là, on sent qu'il y a eu un changement ces derniers jours avec l'imposition de ces sanctions sur les entreprises pétrolières russes. Donc on sent que Dmitriev, c'est le négociateur qui a vraiment tout le volet économique en sa possession et qu'il essaye, en faisant la tournée des télés américaines, de dire mais non, mais pas du tout, rien n'est perdu, nous allons réussir à obtenir un accord. Quand on entend là, les mots de Vladimir Poutine, on comprend qu'en fait, non, l'objectif, c'est bien la guerre, de continuer à avancer sur le terrain, alors qu'il y a de plus en plus d'informations sur des villes ukrainiennes qui sont vraiment, qui commencent à être dans une très très mauvaise posture. Je pense à Pokrovsk, à Kupiansk. Et donc là, on a un Vladimir Poutine qui est sûr de son fait et qui dit la guerre, rien que la guerre. Et on comprend mieux pourquoi Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a eu Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, en début de semaine au téléphone, a dit à Donald Trump, là, il ne sert à rien d'essayer de se mettre à la table des négociations. Oui, la position russe, elle est toujours aussi maximaliste. Et évidemment, quand, comme vous le disiez, Vladimir Poutine remet le treillis, c'est aussi pour annoncer finalement cet état de fait, le fait qu'il va continuer d'essayer d'avancer sur le terrain. Il y a les muscles aussi, sans doute, Marc Somo. Quand on a un Donald Trump qui nous dit, il y a quelques jours, je n'irai pas le voir, on ne va pas se rencontrer comme on avait prévu de se rencontrer parce qu'en fait, il ne veut pas bouger. Là, du coup, Vladimir Poutine, lui, reprend la main en disant, de toute façon, c'est pas vous qui allez me donner une date. Si on doit s'asseoir, c'est moi qui décide, c'est moi le maître des horloges. Il y a aussi une espèce de concours de muscles. Non, mais il y a un concours de muscles. Entre évidemment. Les deux hommes, je veux dire, d'un point de vue personnel même. Il y a un concours de muscles, mais sur le fond, Poutine n'a absolument pas bougé sur quoi que ce soit. Et justement, tu évoquais ce coup de téléphone entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov qui était censé préparer la rencontre. Lavrov dit clairement à Rubio, il est hors de question d'accepter une trêve qui ferait qu'une grande partie du territoire ukrainien resterait dirigé par les nazis, je cite les mots de Lavrov, ce qui est inacceptable, nous continuerons la guerre en substance. Donc la Russie n'a rien changé, c'est toujours démilitarisation totale de l'Ukraine, ce qui veut dire un pays qui n'existe pas, interdiction de l'Ukraine d'aller vers les structures euro-atlantiques, l'Europe, etc. Et l'intégrale y compris des oblasts du Donbass, y compris les parties qui n'ont pas été conquises par les Russes. Donc on est dans une situation d'immobilisme absolu, d'où toutes ces rodomontades. D'ailleurs, Donald Trump, il commence à en avoir un peu assez d'être baladé par le chef du Kremlin. Il l'a dit à bord d'Air Force One aux journalistes qui l'accompagnaient justement pour sa tournée en Asie, dont je parlais tout à l'heure dans le rappel des titres. Et en gros, une discussion, ça se fait à deux ou ça se fait pas. Écoutez.
Je dois savoir que nous allons conclure un accord. Je ne vais pas perdre mon temps. J'ai toujours eu d'excellentes relations avec Vladimir Poutine, mais cela a été très décevant. Vincent, on a très souvent parlé des revirements américains dans un sens ou dans l'autre. Celui-ci, avec les nouvelles sanctions dont vous parliez tout à l'heure contre les pétroliers russes, contre les industries du pétrole russe, est-ce que ce revirement-là a une chance d'être efficace ? Pour l'instant, ce sont des menaces de sanctions. Il faut qu'elles soient mises en application, certainement à la fin du mois de novembre. D'ailleurs, le dispositif russe, laissant du temps au dispositif russe éventuellement pour se réorganiser, ça touche quand même Rosneft et Lukoil, c'est 4 millions de barils jour sur les 9 millions produits par la Russie, et c'est 25% des revenus du budget fédéral russe. C'est colossal. Donc, c'est colossal. Donc vraiment, les Russes seront pris à la gorge si ces sanctions sont effectives. Maintenant, ce qui me surprend beaucoup dans les images que l'on voit depuis tout à l'heure, c'est le contraste entre un président américain voyageant, effectuant des pas de danse en Malaisie, on le verra peut-être tout à l'heure. Oui, on va voir les images tout à l'heure. Quand il arrive en Asie du Sud-Est. Et de l'autre côté, si j'étais analyste d'un service de renseignement occidental et que j'analyse des images de Poutine et Gerasimov, j'observerais une psychologie d'assiégé, une bunkérisation à la fois des corps et des esprits. On voit des gens dans un univers clos, ultra protégé, mais ce ne sont pas des images très rassurantes. Ils ont mauvaise mine. Ils ont mauvaise mine. Non, mais c'est une image qui rappelle 2022-2023. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est assez sidérant. Il faut leur envoyer les maquilleurs et les maquilleuses de LCI très rapidement. Elles seront contentes. Avec cette verticalité du pouvoir et un Vladimir Poutine qui domine tout le monde. Ces images-là, elles sont frappantes. Ouais. Allez-y, Amir. Avec quand même, sur cette séquence-là, je continuerai sur la même veine, les mots employés par Poutine, c'est rationalité militaire. Il a tenu à faire apparaître le mot rationalité. Ouais. Parce que derrière le nucléaire, il y a de la rationalité. Vous regardez Gerasimov, indéboulonnable, il est toujours là. Donc il faut savoir que derrière toutes les rodomontades, derrière toutes les armes qui sortent du chapeau, derrière tout ce qui se passe ailleurs, il y a quand même dans la doctrine nucléaire russe une rationalité. Il a tenu à le souligner et cela même est extrêmement important. Je dirais aussi que dans la révision de leur doctrine nucléaire, qui effectivement raccroche les nations dotées soutenant des nations non dotées, il y a quand même la notion, encore une fois, d'intérêts vitaux qui a été soulignée. Et la notion d'intérêts vitaux, ça permet toute ambiguïté, ça permet que toute ambiguïté existe, oui. Et surtout d'apporter un jugement sur l'ambiguïté. On décrète ou non que c'est d'intérêt vital ou non, ce qui permet de répondre ou non à hauteur. Donc, si vous voulez, il y a quand même, la rationalité, la permanence du discours, et 3, la notion d'ambiguïté qui lui permet, à chaque fois qu'il est attaqué, de laisser tomber, de dire oui, l'attaque, par exemple, sur le sud de la Russie, au nord de l'Ukraine, bon, c'était peut-être pas une attaque contre les intérêts vitaux. Donc on a compris pourquoi, effectivement, les nucléaires n'ont pas été agités à ce moment. Donc voilà ce que je vois moi, une permanence, une réflexion et une adaptabilité. Il y a eu quand même un espèce d'affichage depuis quasi 9 mois maintenant de 2 hommes qui voulaient investir le terrain diplomatique. Alors est-ce qu'ils souhaitaient vraiment y aller jusqu'au bout? On a bien compris que ce n'était pas du tout le cas pour Vladimir Poutine, mais qui se sont affichés sur le terrain diplomatique. Et là on voit 2 chemins qui se séparent, avec l'un qui prend le terrain militaire, mais même physiquement, encore une fois, sur ces images, et l'autre qui prend le terrain économique plein pot, puisqu'il va faire sa tournée en Asie et qui va signer plein de contrats. C'est assez frappant quand même. Et avec un Donald Trump qui se met en scène encore ce matin en train de signer l'accord de cessez-le-feu. On va regarder ça tout à l'heure. Entre la Thaïlande et le Cambodge. Et pour montrer que c'est bien lui le faiseur de paix, alors que Poutine, lui, est le faiseur de guerre. En fait. C'est là où est le contraste. Et c'est vrai que Vladimir Poutine, on a le sentiment que depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, tente de lui faire miroiter cet accord de paix, ne cesse de repousser les échéances. On a vu quand même un nombre de fois incalculable où en effet il lui a promis des négociations après les coups de téléphone qu'ils ont pu avoir. Tout ça n'a jamais rien donné. Et là, c'est là vraiment la nouveauté de ces derniers jours, c'est qu'on a l'impression d'un Donald Trump qui a quand même soudain pris conscience
qu'il ne pouvait plus manier uniquement la carotte, c'est-à-dire lui dire on va reprendre des relations diplomatiques, économiques notamment, qui a compris qu'avec Vladimir Poutine, il fallait vraiment se montrer beaucoup plus ferme. C'est certainement, encore une fois, dans son entourage aussi, que ceux qui sont sur cette ligne-là ont réussi à monter, à prendre de l'influence, et notamment Marco Rubio, son secrétaire d'État. Alors, je vais vous donner la parole dans une seconde, mais je voudrais qu'on aille à Kiev, parce que Marianne nous attend, et je ne veux pas la faire attendre, évidemment. Merci beaucoup, Marianne, d'être avec nous. Vous êtes avec Marine Truchot du côté de Kiev. Sur le terrain, la guerre, elle n'a évidemment pas baissé d'intensité, c'est loin qu'on puisse dire. La preuve, la nuit dernière encore à Kiev, où vous vous trouvez, les frappes ont été très meurtrières. Oui, on compte 3 morts, Bénédicte, et 29 blessés. Ce sont des immeubles résidentiels qui ont été touchés à la périphérie de Kiev. Mais surtout, c'était des infrastructures énergétiques qui étaient encore une fois visées, une centrale thermique, l'usine radio qui est complètement détruite, quasiment en feu. Et en fait, au-delà même de ça, ce que les Kieviens disent, c'est que ces attaques sur la capitale ukrainienne sont de plus en plus fréquentes. Maintenant, vous en avez une en moyenne, 1 fois par semaine, parfois 2 par semaine. Et ça atteint vraiment le moral ici. On nous a parlé vraiment de gens qui sont en stress parce que ils nous disaient en fait bientôt ça va être plus difficile de vivre à Kiev que de vivre dans le Donbass parce qu'on ne sait jamais quand ça va tomber, où ça va tomber. Les gens ne peuvent pas dormir la nuit à cause des sirènes, à cause des bruits d'explosion, de la défense antiaérienne qui travaille. Donc tout ça évidemment ça stresse la population. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que comme je vous le disais, ce sont des infrastructures énergétiques qui sont touchées. Et là, depuis que nous sommes là, nous avons pu le constater par nous-mêmes. Il y a des shutdowns électriques dans toute l'Ukraine, des blackouts. Hier encore à Kiev, quand nous sommes arrivés, eh bien, c'était le cas. Nous en avons eu aussi à Zaporizhzhia. Donc les gens n'ont plus d'électricité pendant plusieurs heures. Et à l'approche de l'hiver, le temps commence vraiment à rafraîchir ici, il commence à faire très frais. Eh bien, évidemment, ça inquiète les gens parce qu'ils disent non, mais c'est déjà comme ça. Nous sommes même pas fin octobre. Comment ça va être en plein mois de février où là l'hiver est à son apogée ici en Ukraine? On ne pourra pas vivre sans chauffage, et sans électricité. Et ça, vraiment, je peux vous le dire, pour en avoir parlé avec des habitants de plusieurs villes, de Zaporizhzhia ou de Kiev, eh bien, ça inquiète vraiment les habitants et surtout, eh bien, le moral ici commence vraiment à être atteint. Bien entendu, c'est le 4e hiver de suite. Merci Marianne, merci beaucoup à Marine également derrière la caméra. C'est le 4e hiver de suite. On se souvient, Marc Somo, je ne sais plus si c'était Vladimir Poutine ou un officiel russe qui disait on va les faire crever de froid. Ouais. C'était ça l'idée. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire et tout le monde vit maintenant avec des coupures de 7-8 heures. Alors ensuite, je ne voudrais pas doucher l'enthousiasme, mais c'est vrai que Trump a souvent varié et une rechute est possible. Alors, il y a l'entourage qui pèse, tu as raison. Il y a évidemment le fait qu'une grande partie de l'opinion américaine, même la majorité, est pour le soutien à l'Ukraine, ce qui est quand même un phénomène important. Même paradoxalement parmi les MAGA, ce ne sont pas les soldats américains qui vont en première ligne. Alors, il y a de l'exaspération de la part de Trump vis-à-vis de Poutine. Pourquoi ? Parce que Trump, au-delà de ses volte-face multiples, etc., a malgré tout une cohérence. C'est-à-dire, pour lui, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine est insensée. Au sens propre, c'est un mot qu'il emploie à chaque fois. Pourquoi ? Parce que, lui, il raisonne en termes de puissance, d'État-civilisation, donc comme le sont les États-Unis, comme le sont la Russie, qui ont vocation à être en rivalité, mais aussi à coopérer, d'où les immenses potentiels de coopération. Dans son dernier coup de fil, il évoquait le tunnel sous le détroit de Bering, ce qui permettait quand même un lien direct entre les États-Unis et la Russie, et que par rapport à ça, la guerre est absurde. Donc, il y a quand même cette tendance de fond, et d'une certaine façon, Poutine, alors est-ce qu'il aura une fois, peut-être, il ira trop loin, mais il y a toujours ce risque que Poutine rattrape Trump, bien sûr, en lui faisant miroiter ça. Mais il y a quand même des infos. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais il y a quand même des infos. Je ne sais pas d'ailleurs si les uns et les autres vous avez l'explication. Moi, j'ai lu. C'est le Wall Street Journal qui dit que Washington, ces derniers jours, aurait levé les fameuses restrictions sur l'utilisation de missiles à longue portée américains pour frapper en profondeur. La Maison-Blanche, elle a démenti, mais la presse américaine, elle maintient que le go a été donné. Oui, et puis que le go qui se donnait au Pentagone, à Washington, maintenant se donne en Allemagne, et c'est le commandant des forces de l'OTAN, le commandant américain, qui est une logique opérationnelle. Qui est dans une logique opérationnelle et qui, en effet, aide les Ukrainiens et donne l'aval ou pas des Américains pour aller frapper, en effet, dans la profondeur de la Russie. Il y a eu une frappe à Bryansk sur une usine d'explosifs cette semaine avec un des
des missiles, les Storm Shadow, livrés par les Britanniques aux Ukrainiens. Et visiblement, cette frappe, en tous les cas, c'est ce qu'on lit dans la presse américaine, ne peut se faire qu'avec l'aide et le renseignement américain. Donc oui, il y a quand même un durcissement à la fois avec les sanctions économiques et avec cette nouvelle façon de faire sur le terrain qui peuvent peser et qui montre quand même ce changement. Alors c'est vrai qu'on n'est pas, il est possible aussi d'un retour en arrière et que finalement il va falloir regarder, en effet, comme le disait Vincent, de savoir exactement comment ces sanctions sont concrètement appliquées. Est-ce que les Américains tiennent jusqu'au bout et est-ce que Vladimir Poutine trouve un nouveau moyen de contourner aussi? On va se poser la question concernant la Chine d'ailleurs tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission, mais juste pour terminer là-dessus, il y a quelque chose qui est assumé puisque vous parliez de renseignements, Vincent, c'est que les Américains ont dit clairement OK pour vous aider avec notre renseignement à aller frapper dans la profondeur. Pas forcément avec nos Tomahawks, même pas du tout pour le moment, mais avec nos renseignements, c'est OK. Oui, mais néanmoins, c'est instauré une défiance entre les services de sécurité et de renseignement ukrainiens et les services de renseignement américains. Vous savez, il y a eu cette semaine où il y a eu pendant une semaine le non-partage du renseignement entre les deux entités. Et puis, il y a aussi énormément de nouvelles ou du moins d'informations sur du partage de renseignements entre la CIA et les Russes sur un certain nombre de dossiers, qui a amené d'ailleurs un certain nombre de pays américains à ne plus collaborer avec les Américains sur un certain nombre de dossiers et d'informations sensibles. Donc dès qu'il y a de la défiance dans le monde du renseignement, ça fonctionne plus très bien. Alors effectivement, c'est du renseignement technique, de l'imagerie satellitaire, etc. Donc des choses très factuelles. Après, sur les choses très importantes, je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens doivent réfléchir certainement à 2 fois avant de faire appel aux Américains sur un certain nombre de sujets. Ouais. Notamment, on l'a vu d'ailleurs sur l'opération Spiderweb. L'opération très spectaculaire, donc des drones qui ont touché les 4 bases russes. Les Américains n'étaient pas au courant. La communauté américaine du renseignement n'était absolument pas... C'est pas dangereux pour Zelensky, ça, de jouer ce jeu-là? Ou il n'a pas le choix? Zelensky, il se méfie toujours d'un Trump ou d'un Exet ou de Tulsi Gabbard, qui est une ancienne aussi propagandiste assez proche des Russes à une époque. Il a très peur des fuites. Ouais. On l'a vu avec l'histoire du Signalgate, etc. C'est pas étanche côté américain. Et puis si les Ukrainiens veulent se lancer sur des opérations encore plus sensibles, je pense notamment à la sécurité de Poutine, ils ne communiqueront pas aux Américains. Ça, ils le feront sans le dire aux Américains. Bien entendu. Forcément. Et vous pensez que c'est toujours en projet? Enfin, depuis 2022, c'est le projet? C'est une option. Il n'y a plus de tabou. Côté ukrainien de ce côté-là. D'ailleurs, Dmitri Peskov, qui est rarement devant la caméra, souvent on l'entend en audio, mais on l'a pas. Il a répondu à une question. Il a parlé devant une caméra russe, parce que c'est la question d'un journaliste russe, difficile à dire évidemment, mais il est revenu justement sur ces velléités des Ukrainiens à pousser plus fort, plus loin. Écoutez ce qu'il dit. Les spéculations vont bon train en ce moment. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même déclaré récemment que l'Ukraine possédait le potentiel militaire nécessaire pour frapper la Russie en profondeur. Naturellement, nos forces armées réagiront avec fermeté et, comme l'a dit le président Poutine, de manière stupéfiante. Amiral, là encore, il faut écouter les mots de manière stupéfiante. Et on a un Peskov, alors il l'a toujours dit, si les Ukrainiens ils vont trop fort, nous on répondra, etc. Mais il le dit devant la caméra. Il le dit en employant des mots qui ont un ton assez belliqueux. Tout ça, ça fait partie des petites choses qui nous renseignent quand même aussi, sans doute, sur cette espèce de tension qui ne s'est jamais affaiblie, mais qui est à nouveau en train de renaître, quoi. Oui, en même temps que c'est quand même une intervention qui est coordonnée avec celle de Poutine après, en mettant en avant des armes. Là, il date de ce matin. Oui, tout à fait. Donc il va tout à fait dans le même sens. Enfin, ça paraît assez normal. À un certain moment, on sent Peskov un peu en retrait par rapport à la parole de Poutine. Et puis maintenant, il semble qu'il la porte davantage et de façon plus coordonnée. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que du point de vue des services de renseignement, Vincent a tout à fait raison, il y a une très grande méfiance, qu'après la confiance peut se faire sectoriellement, mais que d'une certaine façon, se méfiant des services de sécurité américains, les Ukrainiens ont sans doute noué des relations particulières avec les mêmes services européens.
Alors c'est la question que j'allais vous poser. Il y a une confiance avec les services européens ? Je ne sais pas. Ça, je ne suis pas. Enfin, peut-être que vous pourriez en parler. Ça dépend lesquels. Mais n'empêche que les Européens disposent de moyens de renseignement autonomes. Oui. Car d'une certaine façon, on peut voir que, par exemple, le général américain qui commande l'OTAN dit bon, vous ne pouvez pas taper aussi loin, etc. C'est aussi une limitation pour les armes européennes, c'est-à-dire que les Européens se disent non seulement il faut qu'on soit ITAR-free, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de matériel américain dans nos armes, mais en plus on peut interdire à d'autres pays d'utiliser nos armes. Donc vous voyez que quand même l'indépendance matérielle, lorsqu'il s'agit d'avoir des matériels uniquement européens, et l'indépendance politique sont intimement liés. Et l'indépendance politique, c'est peut-être ce qui commence à arriver maintenant avec l'émergence non prévue de la puissance européenne, car je crois qu'elle se fait difficilement, mais c'est une émergence. Elle n'était pas prévue. Dans le Yalta qu'est en train de négocier Trump avec la Russie de Poutine et la Chine de Xi, la puissance européenne n'existait pas. Ils ont fait naître l'un et l'autre une puissance européenne qui est en train de se construire. Si elle a le temps de se construire, eh bien nous pourrons avoir là tous les éléments qui vont nous permettre, avec ces divers éléments qui nous font prendre conscience de nos limitations, qui vont nous permettre peut-être de prendre une véritable indépendance et de peser sur l'avenir du monde. Et il y a un créneau à prendre dans le dossier renseignement, justement. Vous avez des informations, vous Vincent, sur effectivement, pas forcément sur les échanges, mais sur la confiance qu'il peut y avoir avec les services français, les services allemands, les services britanniques, par exemple ? Je ne peux pas parler des capacités d'emploi qui sont employées sur le terrain ukrainien à l'heure actuelle par les services français. Ce que je sais, c'est que tant la DGSE que la direction du renseignement militaire entretiennent des relations quotidiennes très forte avec les Ukrainiens. On met à la disposition des Ukrainiens notamment toute l'imagerie spatiale à travers notre composante spatiale d'optique et le satellite CSO3 qui permet d'ailleurs justement de combler un déficit éventuel du renseignement américain à la matière. C'est un secret de polichinelle. De toute manière, la DRM en a parlé, a communiqué sur ce sujet. Maintenant, les Ukrainiens sont très proches aussi des Britanniques et du MI6 qui est très présent. Le MI6 aussi a une histoire et une expérience sur cette zone-là qui est assez exceptionnelle et qui est irremplaçable. Donc voilà, sont les deux pays vers lesquels se tournent plus naturellement les Ukrainiens aujourd'hui. D'autant qu'avec la coopération avec les Britanniques avait commencé dès 2016. Ça a été les premiers ils ont toujours été à entraîner, à former, etc. Et c'est les hommes qu'ils ont entraînés et formés qui ont pêché en 2022 quand il y a eu l'attaque sur l'aéroport au nord de Kiev. Oui, c'était empêché que tout ça arrive directement à Kiev et qu'ils aillent récupérer Zelensky dans son palais présidentiel. Et on pense même que des SAS britanniques ont opéré les 24 et 25 février de 2022 au nord de Kiev sous uniforme ukrainien pour contrer les groupes tactiques blindés russes. Juste rapidement, concernant Vladimir Poutine, il a l'aide des renseignements chinois, des renseignements nord-coréens, si tant est qu'ils soient existants et renseignements nord-coréens. Je sais pas. Ils ont des satellites, non, les Nord-coréens. Il y a les siens, mais je pense qu'il n'y a pas plus méfiant qu'un agent de renseignement chinois vis-à-vis d'un agent de renseignement russe. Donc je suis pas certain. Il n'y a pas d'échange de renseignements. Si, mais effectivement, de manière très sectorielle, comme le disait Michel. Mais il y a énormément de défiance aussi entre ces deux systèmes qui ont peu l'habitude de travailler vraiment ensemble et en synergie. Alors c'est peut-être là-dessus, sur la méfiance latente entre Russes et Chinois que pourrait jouer Donald Trump. Vous me voyez venir dans la dernière partie de cette émission. On va revenir sur la tournée de Donald Trump en Asie et la façon qu'il pourrait avoir de parler au président chinois. Il y a plusieurs images qu'on va vous montrer. Magali, je vous écoutais tout à l'heure dans l'émission de Christophe Moulin, vous nous expliquez ce qui s'était passé justement à la signature de ce cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge. C'était très intéressant. Trump est-il en Asie pour retourner Xi, notamment dans le dossier de la guerre en Ukraine? On en reparle juste après une courte pause.
Allez, c'est la dernière partie du grand dossier. On a évoqué évidemment la tournée de Donald Trump en Asie et notamment avec vous, Magali. Il est manifestement très content d'être en Asie. On sait, et on va en parler, qu'il va rencontrer Xi dans quelques jours. Mais il a commencé par Kuala Lumpur en Malaisie et donc, je vous le disais, de très bonne humeur. Donald Trump en ambianceur sur l'aéroport de Kuala Lumpur. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire en Asie? Alors, première étape, il est venu donc arrêter une guerre, en l'occurrence entre la Thaïlande et le Cambodge. Il a assisté à la signature d'un accord de cessez-le-feu, les deux pays du Sud-Est qui avaient conclu cet accord, à la suite notamment d'une intervention, manifestement, mais vous allez nous en dire plus, du président des États-Unis. Et donc, il était là pour signer cet accord et il en a profité pour louer sa très, très grande expérience d'homme de paix. Écoutez. Je pense simplement que c'est quelque chose que je peux faire. Je le fais bien. Je suppose que je n'ai pas besoin de le faire, mais si je peux prendre le temps et sauver des millions de vies, alors c'est une bonne chose. Je ne vois aucun président qui ait jamais résolu une guerre. Je n'en connais pas. Ils déclenchent des guerres et ils ne les résolvent pas. Et moi, j'adore le faire. Je ne devrais pas dire que c'est un hobby parce que c'est beaucoup plus sérieux qu'un hobby. Mais c'est quelque chose pour lequel je suis doué. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Les Nations Unies devraient le faire, mais elles ne le font pas. Arrêter les guerres, c'est mon hobby. C'est vrai que c'est assez magique d'entendre ça, Magali. Et alors surtout que vous avez repéré une info encore plus croustillante. Mais donc il est arrivé de très bonne humeur pour signer, pour être à la signature de ce cessez-le-feu. Et dans la pièce, on voit quand il brandit l'accord de cessez-le-feu, manifestement les Américains ont obtenu que les Chinois ne soient pas dans la pièce. Et personne ne doit voler la vedette à Donald Trump. Il a fait sortir les émissaires chinois. Le grand faiseur de paix. On ne voit pas sur la... Et voilà, sur cette image-là. Et en effet, il n'est jamais plus heureux que de pouvoir dire qu'il a arrêté une guerre, même si tout ça est vraiment peut prêter à beaucoup de contradictions et voire de sourire. On peut prêter à sourire, oui. Parce que en effet, c'est un différend frontalier qui existe depuis toujours entre le Cambodge et la Thaïlande. Et le front s'est rallumé cet été avec en effet des déplacements de population, une quarantaine de morts. Ça a duré quelques semaines et il y a eu cet accord de cessez-le-feu. Ce qui est fascinant, c'est pas l'intervention de Donald Trump qui a changé la donne. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a le sentiment que ce qu'il dit, quand il dit arrêter les guerres, c'est mon hobby, je sais très bien le faire, et cette guerre a été stoppée grâce à moi. Il croit profondément à ce qu'il dit, Vincent. C'est un homme de communication en fait, donc c'est le contenu du message et la photo, comme vous le disiez très bien, c'est pour ça que le fait de faire sortir les émissaires chinois, ça peut prêter à sourire, mais c'est super important. C'est-à-dire que c'est la photo. C'est ça. Mais en plus, les Chinois jouent un rôle dans la résolution du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Parce que là, il y avait un affrontement entre un Cambodge qui est sous influence politique chinoise avec un parti communiste cambodgien qui est le petit frère du parti communiste chinois. Et puis de l'autre côté, une Thaïlande qui pratique de la diplomatie à 360 degrés, dont les Américains sont partie prenante évidemment. Mais ce qu'il sait faire et ce qu'il adore faire, en fait, c'est se parer des plumes du pan. Parce que les Américains n'ont pas joué de rôle prédominant dans le règlement de la crise. Ce qui s'est passé de manière très pragmatique, c'est que pendant 1 mois et demi, dans ce qu'on appelle le triangle d'émeraude, puisque j'en reviens, j'étais il y a 10 jours en Thaïlande, se sont affrontés forces cambodgiennes et thaïlandaises, mais pendant ce mois et demi, le business que faisaient les généraux des deux côtés était arrêté. Ils sont aperçus qu'ils gagnaient plus d'argent sur leurs opérations de contrebande, donc il a fallu à un moment donné siffler la fin de la récréation, sous l'égide d'ailleurs de la Malaisie, qui a joué un rôle important. Et puis, on s'est aperçu aussi, c'était surtout une guerre de clans entre un très grand clan cambodgien, donc le clan Hun Sen au Cambodge, et puis le clan qui est en train de prendre le pouvoir à l'heure actuelle en Thaïlande. En fait, c'était effectivement un cessez-le-feu d'opportunité. Mais néanmoins, la CIA a doublé ses effectifs à Bangkok, en Thaïlande, et ça devient quand même une focale importante américaine en Asie du Sud-Est. Alors, l'Asie, Xi, évidemment, puisqu'il va le rencontrer, je crois que c'est jeudi. C'est jeudi, oui, c'est le 30. On lui a posé la question, quels étaient les enjeux, qu'est-ce qu'il voulait dire à Xi? Alors il a répondu, il est toujours dans son avion.
Un accord complet. Je veux que nos agriculteurs soient pris en charge, mais lui aussi veut certaines choses. Nous allons bien sûr parler du fentanyl. Vous le savez, le fentanyl tue beaucoup de gens. Il vient de Chine. Nous allons parler de beaucoup de choses. Je pense que nous avons de très bonnes chances de parvenir à un accord global. Est-ce qu'il peut faire un good deal si par ailleurs Xi arrive à calmer Poutine, par exemple? Ça peut rentrer en ligne de compte? Il va toujours tenter ça. Mais la vraie question est double. D'abord, il y a la question des terres rares. Ouais. Est-ce que la Chine, Xi, qui ne s'est pas laissé impressionner par les rodomontades jusqu'ici de Donald Trump, dit très bien, nous allons bloquer toutes les exportations des terres rares, c'est-à-dire ces minerais 17 qui sont fondamentaux pour les hautes technologies, que ce soit donc pour l'espace, les voitures, pour les batteries et tout ça. Donc c'est quand même un des points de dos. Et puis, alors effectivement, il y a toujours ce jeu quand même qu'a Trump vis-à-vis de la Chine et de la Russie, c'est-à-dire à un moment il avait tout fait en espérant pouvoir faire venir Poutine dans une forme avec la paix en Ukraine, de coopération avec les États-Unis pour isoler la Chine. En même temps, il n'a jamais non plus totalement abandonné l'idée de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de se rapprocher de Xi, qui au début, notamment de la guerre en Ukraine, avait été très prudent pour isoler la Russie. C'est pas évident parce que maintenant l'alliance entre la Russie et la Chine est devenue de plus en plus forte, mais effectivement Trump essaye. Et là, surtout, je terminerai là-dessus. Ce voyage est important parce que depuis le début de la nouvelle administration, c'est une confusion totale sur l'Asie où il ne fait pas la différence entre rivaux, amis, partenaires, au niveau des tarifs douaniers, au niveau de tout le reste. Et donc là, il est censé apporter un peu de clarification. Est-ce qu'éventuellement il peut y avoir effectivement un deal, j'allais dire sécuritaire peut-être? Ce mot est intéressant parce que Trump, à mon avis, est en train de s'apercevoir qu'il ne peut pas faire de deal avec Poutine et qu'il peut faire de deal avec Xi. Oui, c'est ça. Il a tenté, comme dirait Valérie Nataf, les deux bouts de l'omelette. Soyons simples, avec l'un, sa notion du deal fonctionne et avec l'autre, non. Donc peut-être que la différence va se faire là et peut-être que Xi trouvera-t-il un peu de son intérêt, sans espérer quand même que Trump le retourne aussi vite que ça. Non, évidemment, mais il a besoin du débouché américain quand même, malgré tout, Xi Jinping. Oui, c'est très intéressant parce que manifestement, il y a eu des négociations ces derniers jours en Malaisie pour préparer l'accord commercial et préparer la rencontre entre Donald Trump et le dirigeant chinois, et que ces négociations ont extrêmement bien avancé. Donc en effet, on se dirige vers déjà un deal commercial, un deal sur les terres rares. Est-ce que la question du pétrole du brut russe va être abordée? Est-ce qu'en effet Donald Trump va pouvoir compter sur le dirigeant chinois pour faire pression sur il peut déjà compter sur un certain nombre d'entreprises chinoises, d'après ce qu'on comprend, qui ont commencé à recalibrer leur livraison de brut. Et puis, tout cela est passionnant. Non, et puis Trump se souvient quand même du succès diplomatique extraordinaire qui a été en 1972 le rapprochement sino-américain par Nixon et Kissinger avec Mao. Allez, on reparlera tout cela bien évidemment, et on va suivre cette visite-là. Elle est prévue pour jeudi.